Alors, Moussaillon, comme ça t'as pas du tout suivi l'actualité cette semaine? Bon allez, j'ai une chance de te rattraper. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet hebdo Mayday du 7 juillet 2023. Au programme de cette semaine, de la transatlantique, de nouveaux paquebots commandés et l'arrivée de The Ocean Race. Lundi. C'est maintenant officiel. Après une course qui a dû être annulée en 2020 en raison de la pandémie, l'excitante transat Québec-Saint-Malo sera de retour dans le Vieux-Port de Québec pour un grand départ le 7 juillet 2024. Et pour souligner sa 10e présentation, l'organisation de la Transat veut rendre hommage aux marins légendaires qui y ont participé. Récemment en délégation à Saint-Malo pour la course au large, la route du Rhum destination Guadeloupe, les organisateurs de la Transat Québec-Saint-Malo ont été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme par l'élite mondiale de la voile. L'engouement pour la Transat Québec-Saint-Malo est palpable, selon son directeur général, Richard Sanson. En effet, la popularité grandissante de la voile et de la course au large au Québec permet d'espérer une forte participation d'équipages canadiens à l'été 2024. Il est bien connu que les Malouins sont les meilleurs marins du monde, mais pour combien de temps ? 2024 réserve peut-être des surprises. Pour nous, assister à un événement comme la Route du Rhum, c'est l'occasion idéale pour profiter de la grande expertise maritime des Malouins, ajoute Richard Sanson. Pour sa prochaine présentation, la Transat Québec-Saint-Malo et la Coupe Femina pousseront l'audace encore plus loin avec la préparation d'un équipage québécois 100% féminin. L'enthousiasme de Richard Sanson à l'endroit de ce projet est manifeste. Nous puiserons dans le bassin toujours grandissant de femmes qui veulent régater et qui s'inscriront à la Coupe Femina 2023. Nous profitons de notre passage à la Route du Rhum pour rechercher un bateau classe 40 pour réaliser ce projet. La Transat Québec-Saint-Malo, départ du Vieux-Port de Québec le 7 juillet 2024, un hommage aux légendes d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain. Mardi, le bateau Movember FRA 191 vient d'être mis à l'eau dans le port de Combry. Un voilier de 40 pieds aux couleurs de la fondation Movember qui œuvre pour la santé masculine. À la manœuvre, Bertrand Guillonneau, chirurgien urologue de renom et skipper alumnus de Sorbonne Université. Professionnel passionné, exigeant et innovant dans sa spécialité, guidé par le besoin de bien faire et de faire du bien, Bertrand a exercé dans les plus gros hôpitaux de Paris, New York et Berlin. En arrière-fond, le bruit des vagues et le souffle du vent, le rêve de mer et de course au grand large résonne. Pour chacune de ces disciplines, le succès se prépare bien en amont et l'improvisation n'est qu'un ultime recours. Aujourd'hui, le Movember FRA 191 s'engage pour 4 ans de course au large au profit de la santé mentale, de la prévention du suicide, du cancer de la prostate et des testicules. Dessiné par l'architecte Guillaume Verdier et construit par Pogo Structure, le voilier de 40 pieds arbore la moustache, emblème de l'association Movember. Un bateau bien né, rapide, puissant et polyvalent, paré pour, au-delà des vents et des marées, changer le regard sur la santé masculine. Courir avec et pour Movember, c'est porter les couleurs des combats que je mène au quotidien dans ma pratique professionnelle et chirurgicale, mais surtout contribuer à financer la prévention, la sensibilisation et la recherche, explique Bertrand Guillonneau. Basé à Lorient Grand Large, FRA 191 prendra le départ de la Transat Jacques Vabre fin octobre depuis le port du Havre sur le parcours classe 40. Jusqu'en 2026, Bertrand Guillonneau s'engage sur un programme de 9 courses au large dans 8 pays, animé par l'envie de porter les missions et messages de Movember en faveur de la santé masculine. Depuis 2011 en France, Movember sensibilise et accompagne la recherche sur les problématiques de santé qui concernent les hommes. Le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide. Quelques chiffres clés en l'objet. Les hommes meurent en moyenne 5 ans plus tôt que les femmes. Un homme sur 8 est touché par le cancer de la prostate au cours de sa vie. Le cancer de testicule est le cancer le plus répandu chez les jeunes hommes. 3 suicides sur 4 sont des hommes. Depuis sa création il y a 20 ans en Australie, l'association œuvre au quotidien pour permettre aux hommes de mener une vie plus heureuse, plus longue et en meilleure santé. Chaque année, au mois de novembre, Movember invite tous les Mobros à faire preuve de créativité pour afficher leurs plus belles moustaches et ainsi engager le dialogue pour les causes soutenues par l'association. Les Mossistas sont elles aussi engagées via les défis sportifs et événements qu'elles peuvent organiser. Qui est Bertrand Guillonneau ? À terre, ancien élève de Sorbonne Université, Bertrand Guillonneau est un chirurgien français, urologue, spécialisé dans la chirurgie des cancers génito-urinaires et particulièrement les cancers de la prostate. Pionnier, il est mondialement reconnu pour avoir initié la chirurgie cœlioscopique, complexe en urologie, appliquée aux particuliers au cancer de la prostate par voie cœlioscopie en 1998, puis avec assistance robotique en 2000. Depuis 2019, il dirige le programme en chirurgie oncologique du service d'urologie
de l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin. En mer, il use des mêmes qualités qu'au bloc, modestie, patience et résilience. En 2002, il s'engage pour une Transquadra en double sur Pogo 850 avant de partir en solo en 2008 sur le même type de course. Pour la Route du Rhum 2008, il choisit le Classe 40 qu'il suit encore aujourd'hui. S'en suivront une Transat Jacques Vabre en double en 2013 et une Transat Québec-Saint-Malo en équipage en 2017. Chirurgie ou voile, le ton est le même. Le succès se prépare bien en amont et l'improvisation n'est qu'un ultime recours. Le projet Movember FRA 191 est soutenu par Serum et Sorbonne Université. Serum, pour Fin du cancer et début de l'homme, est une association nationale née sous l'impulsion du professeur Fizazi, oncologue, chef de service à l'Institut Gustave Roussy. Serum fédère aujourd'hui celles et ceux touchés de près ou de loin par les cancers masculins et souhaitant s'impliquer pour soutenir les malades et leurs proches. Depuis sa création en 2014, Serum est une association porte-étendard de l'action Movember en France. Cet engagement prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec le bateau Movember FRA 191 Serum.fr. Sorbonne Université est une université disciplinaire de recherche intensive de rang mondial, couvrant les champs disciplinaires des lettres et humanités, de la médecine et des sciences et de l'ingénierie. Ancrée au cœur de Paris et présente en région, Sorbonne Université compte 55 000 étudiants, 6 400 personnels d'enseignement et de recherche et plus d'une centaine de laboratoires. Engagée pour répondre aux grands défis contemporains de notre siècle et contribuer chaque jour à faire vivre les sciences et la culture au cœur de la société, Sorbonne Université monte à bord de Movember FRA 191 de son alumnus Bertrand Guillonneau pour le suivre dans ses courses au large. La communauté Sorbonne Université partage avec lui un profond engagement pour la défense des océans, la transmission des savoirs aux jeunes générations, la lutte contre les maladies masculines et les valeurs du sport de haut niveau. Mercredi. C'est par la voie de la newsletter L'Antenne que j'apprends que le groupe AP Moller-Maersk vient de passer une nouvelle commande en Chine. Un contrat lui permettant de faire construire 6 porte-containers de moins de 10 000 EVP équipés de moteurs dual fuel et propulsés au méthanol. Le constructeur chinois Jiangxizhang Shipbuilding Group vient de recevoir une commande de la part d'AP Moller-Maersk, ne portant pas cette fois-ci sur des méga porte-containers dual fuel, mais sur des navires de taille moyenne. Le deuxième armateur mondial demande au chantier chinois de lui construire 6 porte-containers de 9000 EVP qui lui seront livrés sur la période 2026-2027. Avec cette nouvelle commande, notre flotte va franchir un nouveau pas vers la transition énergétique. Le groupe poursuit son chemin vers son objectif zéro émission recherché pour 2040. Comme toutes nos autres commandes passées au cours des 2 dernières années, ces navires seront propulsés au méthanol vert, explique Rabab Boulos, responsable en chef des infrastructures chez Maersk. Le transporteur maritime danois avait commandé en 2021 le premier porte-conteneur au méthanol. Une commande, selon la direction du groupe, conforme à son engagement de ne commander que des navires pouvant être propulsés avec un carburant vert. Ces 6 nouveaux porte-conteneurs portent à 25 le nombre de navires au méthanol en commande. Le carnet de commandes compte aujourd'hui dans le monde plus de 100 navires propulsés au méthanol, s'enorgueillit la direction du groupe danois, estimant qu'il avait amorcé la tendance il y a 2 ans. Pour ces 6 porte-conteneurs, nous avons choisi une conception et une taille de navire plus flexible en matière d'exploitation, ce qui nous permettra de mieux nous adapter à nos services actuels et à ceux que nous créerons dans l'avenir. Ils pourront, en outre, mieux correspondre aux besoins de notre clientèle. Une fois mis en service, ils remplaceront ceux dont dispose actuellement notre flotte, a ajouté Rabab Boulos. Avec ces porte-containers, qui remplaceront des navires de taille similaire, AP Moller-Maersk compte voir ses émissions annuelles de gaz à effet de serre réduire d'environ 450 000 tonnes de CO2 par an lorsqu'ils seront propulsés au méthane vert. Jeudi. Avec Sailcoop, contribuer à décarboner le transport de passagers. Groix, Les Glénans, Yeux, Porquerolles, Sailcoop change d'échelle et construit ses premières grandes navettes à voile innovantes. Un objectif, rallier rapidement et écologiquement les îles côtières, et ce, dès le printemps 2024. Pour y parvenir, la coopérative a besoin de financement citoyen. Elle doit en effet trouver 1,6 million d'euros par navette. D'une capacité de 80 passagers, chaque navette pourra transporter 20 000 passagers à la voile par an. Grâce à ses premiers sociétaires, elle a pu lancer les études auprès du célèbre cabinet d'architecture navale VPLP à Vannes et réserver un créneau de production auprès du chantier naval Day One à La Rochelle pour une livraison dès avril 2024. Elle a d'ores et déjà pu consacrer 400 000 euros de ses fonds propres au financement de cette première navette. Il reste donc 1,2 million d'euros à trouver pour boucler ce financement.
La coopérative est en discussion avancée avec plusieurs banques et sociétés de crédit bail afin de faire un beau levier bancaire à partir de ses fonds propres. Mais pour mener à bien cette opération dès cet été et dans les meilleures conditions, la coopérative a choisi de lancer une levée de fonds participative avec pour objectif de réunir 200 000 euros. En effet, plus elle sera en mesure de s'appuyer sur un investissement citoyen, plus elle sera en bonne position pour conclure un emprunt d'un taux et d'un montant raisonnable. Autrement dit, le choix de la finance citoyenne au service d'une coopérative d'intérêt collectif qui appartient à ses sociétaires pour s'engager avec un maximum de liberté dans la décarbonation du transport maritime. Qu'est-ce que c'est que Sailcoop ? Fondée en septembre 2021, la coopérative a pour mission d'offrir partout où ça sera possible une alternative décarbonée à la voile au transport de passagers. En à peine 20 mois, elle a déjà connu de beaux succès. Ouverture de la première ligne régulière de transport à la voile entre le continent et la Corse à l'été 2022, puis entre la Martinique et la Guadeloupe à l'hiver 2022-2023, commercialisation d'une transatlantique à la voile pour connecter nos deux marchés de moyenne distance, entrée dans la flotte Sailcoop de 2 monocoques de 50 pieds, Belle Aventure et Awake. Obtention d'un statut d'expérimentation nationale à l'été 2022 du ministère de la Mer, afin de pouvoir développer le transport de passagers à la voile et faire évoluer la réglementation en place pour l'adapter à cette nouvelle réalité. Première levée de fonds de 630 000 euros sur la plateforme Lita.co en septembre 2022. Labellisation opération d'intérêt général par la région Sud. Labellisation toute récente du projet de navette à voile par le pôle Mer Bretagne Atlantique. Lauréat des Césars du voyage responsable 2023. Un financement pour quoi faire ? L'intégralité des montants collectés sera utilisée pour la construction de la première navette à voile, Sailcoop 61. Les paliers d'investissement. Grâce à ses fonds propres et sa capacité d'emprunt bancaire, la coopérative peut garantir qu'avec 200 000 euros, elle lance dès cet été la construction de Sailcoop 61 au chantier naval. Avec 500 000 euros, elle finance entièrement la première navette pour une mise à l'eau au printemps 2024. Avec 800 000 euros, elle fait levier bancaire et commande une seconde navette à voile pour ouvrir au printemps 2025 une deuxième ligne maritime de courte distance. Avec 1 200 000, elle commande une troisième navette à voile et arrive dès avril 2025 à ouvrir les 3 lignes portuaires vers Groix, Les Glénans et vers Porquerolles. Vendredi. Le dernier jour de course de cette 14e édition de The Ocean Race s'est tenu ce samedi à l'occasion de la grande finale de Gênes. Un ciel ensoleillé, des vents très légers et changeants et une foule enthousiaste à terre et en mer ont marqué la fin de cette odyssée de 6 mois autour du monde. Ce fut une journée de célébration et de compétition, tandis que l'après-midi et la soirée ont été consacrés à la cérémonie de remise de prix et la soirée de gala. Charlie Enright, skipper du Eleventh Racing Hour Racing Team, s'est réjoui de pouvoir remporter la régate du jour après tous les efforts déployés pour réparer son IMOCA Malana qui avait été percuté par Guyot Environnement Team Europe peu après le départ de la 7e étape à La Haye. Notre équipe à terre a travaillé jour et nuit pendant 3 jours d'affilée pour remettre le bateau à l'eau et nous permettre de participer à cette grande finale Import Race, a-t-il confié. Nous ne pouvions rêver d'une meilleure manière d'achever notre tour de la planète et de montrer notre gratitude à tous ceux qui ont soutenu notre campagne ces dernières années. Cette victoire a permis à Eleventh Hour Racing Team de signer une double victoire, celle de la course au tube du monde et celle des Import Race série. Il y avait très peu de vent pour le départ de l'IMOCA Import Race et après un bref retard, celui-ci a finalement été donné à 14h15. Les 4 bateaux étaient en retard au départ, mais Team Malaysia a été le premier à couper la ligne et à prendre la tête de la course dans seulement 3 nœuds de vent. Team Holcim PRB est parti plus au vent et semblait bien placé au départ. Mais à mesure que la brise prenait de la droite, le bateau suisse semblait de plus en plus isolé. Après les mauvais départs de Biotherm et Eleventh Hour Racing Team, les équipes françaises et américaines ont commencé à réduire l'écart avec le leader, Team Malaysia. À la première marque, Biotherm, de Paul Meillat, s'est approché de la tête de la course et s'est retrouvé dans le sillage de l'IMOCA de Boris Herrmann. Le bateau noir allemand a réussi à conserver la tête, mais la chasse était ouverte, avec Biotherm en pleine poursuite et l'équipage de Charlie Enright sur Eleventh Hour Racing Team, non loin derrière en 3e position. Benjamin Schwartz et Team Holcim PRB luttaient pour rester au contact de leurs rivaux, le bateau vert étant loin derrière à la 4e place. À la seconde marque, Malaysia enroulait la bouée et se retrouvait bâbord à mur auprès. Biotherm a tout de suite viré de bord pour créer un écart et voir s'il pouvait trouver quelque chose de plus intéressant que les Allemands. Les Allemands de Malaysia ont finalement viré de bord eux aussi et au croisement suivant, Paul Meillat avait réduit l'écart avec Boris Herrmann. Cependant, l'Allemagne était toujours en tête alors que la flotte remontait au vent, se démenant
pour faire avancer des bateaux dans une brise qui est inexistante. Pendant ce temps, Eleven Sauer Racing Team préférait faire simple, en laissant les deux premiers s'affronter, tandis que Charlie Enright et son équipe gardaient leur bateau bâbord à mur le long de la côte. En touchant plus de vent sur le côté du plan d'eau, les Américains semblaient prendre la tête de la course, leur vitesse atteignant les 6 nœuds, alors que leurs rivaux semblaient toujours oscillant au large. Le vent ne montrant aucun signe d'amélioration, la course a été écourtée à la 3e marque. L'issue de celle-ci s'est jouée sur une confrontation bâbord-tribord entre les Allemands et les Américains pour décider qui passerait en tête. C'est finalement Eleven Sauer Racing Team qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, venant arracher la victoire à Team Malaysia, longtemps en tête, mais qui a dû se contenter de la 2e place. Biotherm est arrivé 3e, ce qui a permis aux Français de se hisser à la 3e place du classement des Import Series, devant Team Holcim PRB. Classement des Import Series de The Ocean Race. En première place, Eleven Sauer Racing Team avec 29 points. Le second, Team Malaysia avec 25 points. Vient ensuite Biotherm avec 19 points. Holcim PRB avec 17 points. Puis Guyot Environnement Team Europe avec 10 points. Les VO65 étaient les premiers à s'élancer sur le plan d'eau en ce dernier jour de la grande finale de Gênes, dans une brise légère de 3 à 6 nœuds. Au moment du décompte, les 5 équipes étaient en retard sur leur timing par rapport à la ligne de départ. Sachant qu'un mètre gagné au départ peut se transformer en centaines de mètres d'avance sur le reste du parcours, ce fut une occasion manquée pour tout le monde. Mercury Trifork Racing Team était en position solide à l'extrémité au vent de la ligne et a bien accéléré. Wind Whisper Racing Team a pour habitude de dominer l'extrémité de la ligne, mais cette fois-ci, le skipper Pablo Ararte a été battu par Team Jajo. Jelmer Van Breck semblait initialement vulnérable, même s'il avait l'avantage d'être le bateau le plus sous le vent. Cela lui a permis de s'écarter de la brise de quelques degrés supplémentaires, donnant plus de puissance au voile dans une journée où chaque once d'énergie supplémentaire était vitale. Team Jajo a commencé à creuser son avance, alors que Wind Whisper Racing Team glissait dans le sillage du VO65 néerlandais. Les Néerlandais passaient la première marque en tête, suivi de Mercury Trifork Racing Team, dont le départ au vent avait bien profité à Roberto Bermudez de Castro et à son équipage. Austrian Racing Team Team Genova étaient les suivants, mais Viva Mexico profitait d'un angle de vent plus favorable pour s'emparer de la priorité à la marque de parcours suivante. L'équipe d'Eric Brockman a empanné à l'intérieur de Gerwin Johnson et les Mexicains se sont faufilés en 3e position alors qu'ils s'élançaient sur le 3e bord du parcours. Pendant ce temps, Wind Whisper a eu du mal à trouver du vent clair sur le premier bord après le départ et a vraiment peiné à franchir la première marque. L'équipe polonaise a enroulé sa voile d'avant en loffant vers la brise dans un élan désespéré pour éviter de heurter la marque. Pablo Ararte et ses coéquipiers ont effectivement évité la marque, mais ils ont ensuite dû rattraper leur retard. Il y avait une faible possibilité que l'équipe polonaise, qui dominait jusqu'ici, perde sa première place sur les Import Race Series au profit de Team Jajo si les Polonais ne coupaient pas la ligne d'arrivée dans le temps imparti. Le vent ne semblant pas vouloir s'améliorer, mais plutôt devenir encore plus faible, le comité de course raccourcissait alors le parcours de la régate après 30 minutes de course. Team Jajo a terminé avec exactement 60 secondes d'avance sur Mercury Trifork Racing Team. Les Mexicains sont arrivés 3e, les Autrichiens 4e et Wind Whisper 5e en queue de peloton, mais bien dans les temps réglementaires. Wind Whisper conserve donc de justesse la tête de classement Import, bien que la Team Jajo ait réduit largement l'écart. Jelmer Van Beek était, à juste titre, satisfait de la performance de Team Jajo, qui s'est appuyé sur un départ bien exécuté à l'extrémité de la ligne. C'était une journée légère et délicate, avec peu de vent, mais nous avons pris un très bon départ. On dit qu'on vaut ce que vaut sa dernière course. Et nous avons gagné la dernière course. C'est bien de finir comme ça. Il est temps de prendre des vacances maintenant. J'adore cette course. C'était une grande expérience. Paolo Mercury, fondateur de la Mercury Foundation Racing Team, était à bord de son VO65 pour la régate et a apprécié l'expérience. Nous avons pris un très bon départ. Le travail d'équipe a bien fonctionné et nous avons réussi à rester proches et sommes très heureux aujourd'hui d'avoir obtenu la 2e place. Eric Brockman était ravi de monter une nouvelle fois sur le podium avec son équipe de Viva Mexico à Gênes. Même si c'était light, c'était intense. Nous avons réussi à maintenir notre position et à dépasser un bateau, ce qui nous a permis de monter une nouvelle fois sur le podium à Gênes. Nous ne pouvions pas être plus heureux de terminer The Ocean Race de cette manière. Classement final des VO65 Sprint Import Race. Wind Whisper Racing Team, 19 points, suivi de Team Jajo avec 17 points, Mercury Trifork Racing Team à 12 points, Viva Mexico 10 points, Austria Racing Team Powered by Team Genova 8 points, Amber Sail 2, 0 points. Je suis certain que tu en sais un peu plus maintenant sur l'actualité de la mer et des bateaux qu'il y a quelques minutes, non ?
Alors vas-y, republie, like et abonne-toi à ma chaîne. Si tu vois cette vidéo, c'est un appel de l'algo, il faut que tu t'abonnes, alors ne tarde pas. En tous les cas, si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.